Voilà, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24 dans le cadre de votre émission Le gouvernement s'exprime qui reçoit aujourd'hui Monsieur le ministre de l'Environnement et du Climat, Monsieur Maïs Mouissi. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Madame. C'est vrai que ça ne fait que 3 mois, Monsieur le ministre, et on va vous le concéder, que vous êtes arrivé à la tête de ce département ministériel. Mais déjà, comment se portait ce secteur au 30 août 2023 ? Alors, vous m'emmenez à parler de la politique environnementale du gouvernement, notamment du gouvernement précédent. Notre pays a une tradition de défense de l'environnement et de mise en place de politiques environnementales qui datent de plusieurs décennies, qui ont commencé non pas avec le président Ali, mais déjà avec le président Omar Bongo. Et en réalité, il y a eu une succession d'actions confortant la position du Gabon dans la préservation de l'environnement, la préservation des forêts, la préservation de la biodiversité. Et on peut penser que globalement, le Gabon fait partie des meilleurs élèves sur ces questions. Quand on fait un peu l'histoire, allez, repartons un peu, Monsieur le ministre, c'est vrai que nous, on se souvient seulement de la délimitation des 13 parcs nationaux, mais est-ce que l'histoire relative à l'environnement ou à la préservation de l'environnement au Gabon remonte à un peu plus tôt ? Oui, bien sûr. Souvent, effectivement, lorsqu'on parle de la préservation de l'environnement dans notre pays, on a tendance à se limiter aux 13 parcs nationaux. Les gens ont tendance à oublier que nous avons des modes de vie dans notre pays qui sont déjà respectueux de l'environnement. Ouais. Vos ancêtres, madame, mes ancêtres, bantous et pygmées, respectaient l'environnement. Ils ont adapté leur mode de vie au respect de l'environnement. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'au-delà du fait que nous soyons en milieu tropical, nous ayons un environnement préservé parce qu'en d'autres lieux, les modes de vie qui ont été choisis sont totalement différents. On a choisi de déforester, on a choisi d'industrialiser, parfois un peu dans le désordre. Nous nous sommes toujours montrés respectueux de cela, y compris dans nos propres traditions. Et les politiques que nous avons mises en place sont en réalité une réponse à nos propres modes de vie. Est-ce que finalement ces politiques s'inspirent de nos us et coutumes ? Pour certaines, oui. Moi, j'ai tendance à dire que les Gabonais n'ont pas attendu le réchauffement climatique pour préserver l'environnement et la biodiversité. On l'a toujours fait. Oui. C'est les populations, souvent occidentales, qui se sont rendues compte au milieu des années 90, au milieu des années 2000, qu'il y avait intérêt à faire cela, mais nous étions déjà engagés là-dedans. Maintenant, il y a la politique environnementale qui est inspirée par le président de la République depuis l'avènement du CTRI. Nous estimons, et c'est la vision que nous avons en termes de politique environnementale, que notre pays a fait depuis plusieurs décennies de gros efforts en matière de préservation de la biodiversité, de préservation des forêts, de préservation de l'environnement, au bénéfice de toute la planète. Et il est bon que les populations des autres pays ou les autres nations qui sont particulièrement émettrices et pas très protectrices de l'environnement puissent rétribuer le fait que nous avons des pays qui se sont montrés vertueux, de façon à ce que les budgets nationaux profitent de cela, des politiques qui ont été mises et puissent recevoir des rétributions financières, mais également les communautés qui vivent généralement à l'intérieur du pays, à qui on impose ces politiques-là, qu'elles puissent avoir une sorte de dividende financier lié aux politiques de préservation que nous menons. Et l'ambition du président est justement de faire en sorte que nous ayons dans le budget de l'État des ressources qui viennent de ces nouveaux crédits qui peuvent exister aujourd'hui. On l'a entendu, le président de la transition, lors de la dernière conférence des partis sur le climat, les certificats de bonne conduite ne se mangent pas. Une phrase qui a fait écho, mais qui a aussi prêté à confusion. Est-ce que c'est dire que le Gabon, après tous ces efforts de préservation, pourrait devenir le mauvais élève en permettant, par exemple, de tuer les éléphants, en allant, voilà. Non, d'abord, le Gabon ne sera pas le mauvais élève. Vous entendez bien que le président s'inscrit dans une tradition de préservation. En revanche, il dit « nous voulons continuer de préserver, nous déforestons très peu comparé à d'autres pays. » À d'autres pays, même dans la sous-région. Notre taux de déforestation fait partie des taux de déforestation les plus faibles au monde. Et ces efforts ont une conséquence sur les budgets nationaux et nous voulons qu'il y ait une rétribution qui peut prendre
plusieurs formes. On parle parfois des crédits carbone, mais ce n'est pas les seuls. On a des crédits biodiversité, on a les paiements pour services écosystémiques. Et on a l'impression que quand on parle d'environnement, Monsieur le ministre, permettez-moi, les termes sont assez scientifiques et techniques. Les populations de Fugamu et Ndende, par exemple, ne comprennent pas forcément ce dont vous parlez quand vous parlez de crédit carbone, etc. Comment nous, on arrive à capter finalement cet argent lié à la préservation de l'environnement? J'ai ma grand-mère qui me dit souvent, mais moi, si je garde, j'empêche aux gens de couper les bois derrière ma maison. Qu'est-ce que moi, je gagne, moi, femme de Mekambo, moi, femme de Vadi? Est-ce que les populations, oui, quand vous parlez de rétribution, comment elles arrivent à percevoir ou à capter finalement le retour sur investissement de l'État? Bon, d'abord, je voudrais dire que les populations de Ndende et de Fugamu sont généralement beaucoup plus au fait que nous des questions environnementales. Et je pense qu'elles les comprennent. Oui, c'est vrai que par moments, nous utilisons des mots qui peuvent apparaître comme savants, mais sur le plan opérationnel, c'est elles qui sont au contact des réalités environnementales de notre pays. Et ce que nous disons justement, c'est que lorsque nous faisons un parc national, nous disons que nous délimitons un espace du territoire où nous interdisons une partie de l'activité anthropique, c'est-à-dire on va dire à nos populations, par exemple, de ne pas chasser dans un parc, on va demander à nos populations de ne pas déforester, de ne pas faire des plantations dans un parc, et parfois ces espaces géographiques étaient par le passé des espaces de vie. Et nous disons que lorsque nous faisons un tel effort, nous privons les populations. Nous privons les populations des éléments de leur vie du quotidien. Il faut donc que par différents mécanismes, nous arrivions à compenser. On ne peut pas expliquer, c'est ce qu'a dit le président, on ne peut pas expliquer, je ne peux pas expliquer aux populations de Mvadi, de Mekambo, qu'elles ont des populations, elles ont des plantations, que les éléphants peuvent dévaster leurs plantation, mais en revanche, elles n'ont pas le droit de toucher l'éléphant parce que l'éléphant est protégé. Est-ce qu'aujourd'hui, le paradigme, il a changé? Ce que le président dit, c'est d'abord, parfois il y a des questions de légitime défense. Au cours de l'année 2024, on a des compatriotes qui ont été tués par les éléphants. Donc, il faut quand même que nous fassions attention. Donc, parfois, le président dit, lorsque la vie de l'homme est en danger, oui, dans ce cas précis, on peut, en légitime défense, abattre un éléphant. Mais la politique du président, c'est de dire, et c'est ce qu'il fait depuis le mois d'août 2023, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des mécanismes qui protègent les environnements de vie et les plantations des populations. On a tout un programme sur les barrières électriques. Il y a une direction du conflit homme-faune qui a été créée, rattachée au ministère. Les barrières électriques, oui, certes, le conflit homme-faune est désormais dévolu au ministère des Eaux et Forêts, mais quand même, les barrières électriques, une solution qu'on nous a vendue entre griffes depuis plusieurs années et qui ont montré leurs limites. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la transition, on n'espérait pas avoir d'autres solutions, on ne pourrait pas se tourner vers autre chose? Vous parliez déjà de cette culture que nos parents avaient. On avait par exemple le piment qui permettait de chasser les éléphants au village. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas aller vers d'autres solutions? Je peux vous assurer, pour aller au village de façon très récurrente, je peux vous assurer que les techniques traditionnelles pour repousser par exemple les pachydermes sont utilisées et que parfois elles aussi elles montrent leurs limites. Nous mettons à la disposition des populations les outils dont nous disposons. Nous savons que voilà, il y a des barrières électriques, on a parfois des fossés que nous faisons autour des plantations pour faire en sorte qu'il y ait un écart suffisamment grand pour que les éléphants n'y entrent pas. Et nous savons aussi que ce n'est pas suffisant. Nous le savons. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le ministre des Forêts, sur instruction du président de la République, mais nous travaillons également avec un certain nombre d'acteurs, la Direction générale de l'environnement et d'autres directions, celle du conflit homme-faune, pour pouvoir trouver des solutions. Ensuite, on a parfois tendance à dire que le Gabon est un petit pays. Moi, je m'inscris en faux. Le Gabon est un grand pays. Le Gabon est plus grand que la Grande-Bretagne, par exemple. Le Gabon, c'est à peu près 9 fois la Belgique. Petit peut-être par rapport à sa démographie. Petit par la démographie, peut-être. Mais nous avons une population qui est dispersée sur le territoire. Et lorsqu'on veut protéger des espaces comme ça, dans un espace aussi grand que notre territoire, oui, ça nécessite beaucoup de moyens. C'est la raison pour laquelle la politique du gouvernement sur le CTRI est de dire qu'il ne faut pas que la question environnementale soit uniquement du domaine du discours. Il faut que la question environnementale rapporte de l'argent à l'État parce qu'il y a des défis auxquels l'État doit répondre. Et justement, comment on arrive à concilier la préservation de l'environnement à la croissance économique? Ce n'est pas antinomique.
nous disons que la croissance, le Gabon doit croître du point de vue économique. Oui. Nous n'avons pas vocation à rester un pays sous-développé ou un pays à revenus intermédiaires. Ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons un pays pleinement développé. À côté de ça, nous voulons construire notre développement sur la base de techniques modernes qui sont saines, respectueuses de la biodiversité, respectueuses de l'environnement. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous avons un certain nombre de plans. Nous avons un plan climat, nous avons un plan d'affectation des terres, nous avons des politiques pour le conflit homme-faune, nous avons des politiques environnementales que nous appliquons d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs. Nous encadrons les choses. D'ailleurs, même dans notre exploitation forestière, nous sommes particulièrement vertueux. J'ai l'habitude de dire que les concessions forestières au Gabon, ce sont des CEFAD, concessions forestières en aménagement durable. Ça veut dire que sur un hectare de terre, la loi forestière au Gabon dit « vous ne pouvez pas couper plus de tant d'arbres » parce que nous voulons qu'il y ait un renouvellement qui se fasse. Donc le fait que nous ayons un faible taux de déforestation est lié y compris à la législation forestière que nous sommes en train de prendre. Et d'ailleurs, le ministre des Forêts est en train de travailler avec les équipes, y compris en interministériel, pour améliorer encore notre code forestier. Donc, oui, nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions, mais l'enjeu et la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'au-delà des solutions techniques opérationnelles, qu'il y ait des moyens de rétribution. Et c'est la raison pour laquelle le président a souhaité donner autant de force au ministère de l'Environnement. On le sait, le Gabon plaide pour un financement plus juste pour la protection des forêts tropicales. Mais derrière, vous parlez de rétribution. Les populations, toujours on se positionne pour elles, regardent et observent. On le remarque, pas seulement au Gabon, les pays qui préservent le mieux leur environnement sont également, surtout en Afrique, ceux qui subissent le plus lourd tribut des changements climatiques. On le voit sans pourtant les citer, les inondations dans notre pays, on voit l'érosion côtière. Est-ce qu'il faut continuer de préserver l'environnement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à toutes ces catastrophes naturelles? Alors, malheureusement, on a peu de prise sur les catastrophes naturelles. D'abord, ce sont des catastrophes. Généralement, elles sont imprévisibles et nous les subissons quelque peu. Nous avons une gestion, j'ai envie de dire, des catastrophes naturelles. On l'a vu, on a vu le président parfois même se rendre chez des personnes qui avaient été affectées pour essayer de trouver des solutions qui sont des solutions d'attente. Certains ont même eu des solutions définitives. Mais sur le plan politique, oui, nous devons continuer de préserver. Que ceci doit se faire de façon structurée en suivant une politique. Oui, nous devons continuer de travailler avec des partenaires. Nous devons continuer à intéresser un peu plus de partenaires. On a des anomalies. Nous sommes en Afrique centrale, le pays qui a le mieux préservé sa forêt. 80%, plus de 80% 88%, du territoire. madame. 88%, 23 millions d'hectares de forêt au Gabon. Nous sommes le pays qui a le mieux préservé. Nous sommes le pays qui séquestre le plus de carbone, qui a le meilleur taux de séquestration. Et justement, en parlant de ce crédit carbone, est-ce qu'on a commencé à recevoir finalement ce qu'on a pu séquestrer, on a fait un effort pour séquestrer, vous l'avez dit, ces crédits, ce carbone. Comment le marché s'opère au niveau des crédits carbone pour qu'on comprenne, essayez d'employer, s'il vous plaît, monsieur le ministre, un langage assez accessible pour tout le monde? Je vais faire cela. D'abord, je vais vous dire ce qu'on a déjà. Oui. Ensuite, je vais vous dire vers où on veut aller. Ce qu'on a déjà, c'est qu'on a des programmes, et notamment le programme CAFI, grâce auquel le gouvernement du Gabon, avec l'appui de la Norvège et d'autres pays, notamment de l'Union européenne, le gouvernement a bénéficié et continue de bénéficier d'un certain nombre de financements. Il y a un travail qui est fait et nous avons eu plusieurs réunions depuis le dernier remaniement ministériel avec le ministre des Forêts notamment pour faire en sorte que ces financements soient mieux orientés, que le CAFI soit plus efficace et qu'on ait une vraie matérialisation et que ça ne soit pas théorique pour les populations. Ça, c'est pour le volet CAFI. Ensuite, on a ce vers quoi nous voulons aller, c'est les fameux crédits carbone. C'est quoi un crédit carbone? Très bien. Nous avons des pays qui polluent, notamment tous les grands pays occidentaux. Oui. Nous sommes un pays qui, en réalité, lorsqu'on regarde notre séquestration de carbone et à côté notre niveau de pollution, on séquestre beaucoup plus qu'on ne pollue. Et donc, ça génère un gap. Et c'est ce gap-là où nous disons, écoutez, on peut échanger avec vous, les pays qui polluent énormément. On peut essayer, avec ce gap, de compenser vos émissions. Mais à ce moment, vous devrez nous donner
une contre-valeur d'un prix de crédit carbone qui sera à déterminer, mais déterminé par le marché. Il y a tout un processus qui doit aller sur un processus de monétisation des crédits carbone. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à les certifier. Donc, il faut que l'acheteur et le vendeur soient d'accord qu'un crédit carbone soit égal véritablement à un crédit carbone et que nous ayons la même définition de ce qu'est un crédit carbone. Donc, ce sont des mécanismes de certification qui doivent être mis en place. Donc, le marché est encore en train de se mettre en place, le marché du crédit carbone. Disons que le marché est jeune. D'accord. Mais il y a déjà des pays, y compris en Afrique, qui ont fait des transactions en matière de crédit carbone. Donc, nous voulons aller dans ce sens. Et aussi, nous voulons avoir une politique nationale qui soit fine. Il ne vous aura pas échappé que le président de la République a fait créer une agence gabonaise de développement durable, AGADEV. Oui. Cette agence a la vocation justement de porter une part de la politique de monétisation des crédits carbone du Gabon, en allant rechercher des partenaires, en allant faire les transactions. On se pose la question, Monsieur le ministre, sur toutes ces agences. On a d'une part le Conseil national climat, l'AGADEV, et pour ne pas la citer, notre Agence nationale des parcs nationaux. Quelle est la différence entre toutes ces agences? Est-ce qu'il ne faudra pas à un moment mutualiser les missions et n'en faire qu'une seule? Alors, bon, déjà, ce sont des agences qui ont parfois des missions différentes. L'Agence nationale des parcs nationaux a vocation à préserver, entretenir et exploiter les parcs nationaux. L'AGADEV, c'est du développement durable, c'est la monétisation des crédits carbone. Le Conseil climat est un organisme qui se réunit sur les questions climatiques. Il peut effectivement arriver qu'il y ait des missions transverses. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que je parle beaucoup du ministre des Forêts parce qu'en réalité, il y a un travail transversal qui se fait et qui est en cours parce que nous sommes bien conscients qu'il y a des missions qui sont transverses. Donc, l'instruction que nous avons reçue du chef de l'État est de dire qu'il faut mettre tout le monde autour de la table pour que lorsque quelqu'un va parler de ces questions au nom du Gabon à l'extérieur, que nous ayons le même discours et que nous parlions d'une même voix. C'est la raison pour laquelle on se réunit. On a commencé à le faire, j'ai déjà rencontré un certain nombre d'entre eux et il y a un certain nombre de réunions prévues dans les semaines à venir. Ça permet quoi? On parle d'une même voix. Deuxièmement, on a une stratégie qui est commune et troisièmement, on se concerte pour faire en sorte que la voix du Gabon soit une voix unique et pas une voix multiple. On le sait, nous sommes en plein dans la transition écologique. Est-ce que, selon vous, Monsieur le ministre, elle peut être, cette transition écologique, un moteur finalement pour la création d'emplois? Il y a déjà quelques jours auxquels on a assisté aux Assises nationales de l'emploi. Est-ce que finalement, cette transition écologique peut être une voie vers laquelle on pourrait se tourner? D'abord, la transition écologique dont vous parlez, madame, est une transition qui doit changer notre modèle et qui va nécessairement devenir créatrice d'emplois. Je vous prends un exemple simple sur le quotidien. Nous avons tous vécu dans ce pays pendant quelques semaines les coupures d'électricité. Oui. Pourquoi nous avons... Et certains les vivent encore. Oui, certains les vivent encore, mais le gouvernement est en train de travailler. Vous avez vu et vous avez pu voir que par l'implication personnelle du président, le rythme a quand même beaucoup baissé et nous sommes plutôt vers la fin de la crise plutôt que vers le début. C'est vous qui le dites, on vous croit. Il suffit de voir le nombre d'heures où il n'y a pas d'électricité, notamment dans la ville de Libreville, il a chuté. Ça, c'est factuel, chacun peut le constater. Revenons mais ce que je voudrais dire sur la transition écologique, c'est de dire pourquoi il y a ces coupures. Nous avons un mix énergétique qui fait en sorte que l'énergie thermique, donc à base de fuel notamment, domine dans le mix énergétique gabonais. L'énergie hydroélectrique qui est faite à partir des barrages hydroélectriques est beaucoup plus faible que l'énergie thermique. Et donc, par moment, on a des phénomènes d'obsolescence beaucoup plus importants, parfois dans le thermique que dans l'hydraulique. Mais notre pays a un potentiel hydroélectrique connu entre 6 000 et 7 000 mégawatts. Lorsque nous aurons fini notre processus de transition énergétique et qu'on se sera débarrassé du thermique pour passer véritablement à l'hydroélectricité. Même si on ne fait pas le développement des 6 000 mégawatts, si on se limite à en faire 2 000, on produira suffisamment d'électricité pour alimenter notre pays et pour alimenter des pays voisins. Donc, évidemment, ça va créer de la richesse, ça va créer de l'emploi. C'est ce vers quoi le gouvernement veut aller. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu le président dans son discours le 31 dire « Je veux faire le barrage hydroélectrique de Boué ».
Pourquoi? Parce que la puissance électrique installée, projetée, est comprise entre 500 et 600 mégawatts. C'est beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et donc, en allant vers ça, si on a la puissance électrique quasiment en excédent, ça veut dire que n'importe quelle usine de transformation de puissance peut venir s'installer au Gabon. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on fait du manganèse, peut-être demain du fer à Belinga, et on pourra faire de grosses usines, de gros alliages à partir de l'électricité, parce que c'est la brique élémentaire du développement. Si on fait ça, ça va générer de la croissance. Et si ça génère de la croissance, ça va générer de l'emploi. Donc, c'est une chaîne. Mais au début de cette chaîne, Monsieur le ministre, s'il y a la question de la formation, est-ce qu'il y a des formations qui sont proposées dans ce sens? Alors, c'est une très bonne question et vous me posez la question au bon moment. Vous avez tous vu le président de la République se rendre la semaine dernière à l'université Omar Bongo et quelques jours avant dans un certain nombre de grandes écoles. Vous avez vu que le président s'est investi à remettre en chantier l'université du Cap-Esterias. Vous avez vu que le président s'est investi pour faire un centre universitaire au niveau de Koulamoutou. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a les travaux de l'université de Mouila. Je rappelle qu'on n'avait plus construit d'université dans ce pays depuis plus de 40 ans. Mais pourquoi on le fait? Pour diversifier l'offre de formation et faire en sorte que l'offre de formation soit adaptée aux besoins de notre pays. Une fois on aura fait ça, oui madame, on aura réglé progressivement la question de la qualité de la ressource humaine et quand on aura cette ressource humaine de qualité, elle sera alignée avec notre propre ambition de développement. Aujourd'hui, comment on encourage les jeunes à se tourner vers ce type de formation? En leur disant que c'est l'avenir. Je dis aux jeunes qui me regardent, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la transition écologique. L'avenir, c'est l'intelligence artificielle. L'avenir, ce sont les métiers industriels de transformation dans le domaine du fer, dans le domaine du manganèse. L'avenir dans notre pays, c'est le ferroviaire, parce qu'on ne peut pas transporter le fer de Belinga si on n'a pas du rail. C'est ça l'avenir. Et en réalité, si on recherche de l'emploi, ce sont dans ces domaines prioritairement que vous devez vous orienter, parce que c'est là qu'il y aura l'emploi dans 5 ans, dans 10 ans. Et on dit aussi qu'il faut que le secteur privé nous accompagne. Parce que la formation n'est pas seulement du domaine de l'État. Oui, la formation initiale est du domaine, met le cadre. est du domaine de l'État. Mais nous savons que les entreprises font beaucoup de formation continue. On a vu le ministre des Mines, par exemple, en lien avec un certain nombre de soutiens d'entreprises, former une 50aine de personnes au métier de la mine. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir de la ressource humaine de qualité dans les domaines dont on sait qu'ils vont se développer dans les prochaines années. Monsieur le ministre, l'un des défis de votre département, et ce sera certainement pour terminer, est aussi sa structuration. C'est un nouveau département. Où en êtes-vous avec la mise en forme, finalement, ou la structuration de ce ministère de l'Environnement et du Climat? Bien, c'est une très bonne question. La mise en forme, comme vous dites, commence par les éléments juridiques, donc le texte organique qui encadre l'activité du département. Au moment où je vous parle, nous avons pris le temps de travailler depuis la formation du gouvernement. Notre texte organique est prêt et comme nous avons un caractère transverse, nous avons tenu à faire en sorte que les ministres avec lesquels on peut avoir des compétences mêlées puissent prendre connaissance du texte avant que celui-ci ne soit déposé sur la table du Conseil inter, puis en Conseil des ministres. Donc nous sommes à cette étape, les équipes ont travaillé, le texte est prêt. Au moment où je vous parle, le texte a été envoyé chez l'un des collègues et ensuite nous aurons son retour et ça nous permettra d'avancer. Et ça va d'ailleurs nous aider dans la façon dont nous allons mettre en œuvre les politiques qui ont été initiées, inspirées par le chef de l'État dans ce domaine. Donc, nous travaillons là-dessus, ne vous en faites pas. Si vous suivez les communiqués du Conseil, une fois on aura obtenu toutes les validations, vous verrez que le texte organique du ministère sera présenté, je l'espère, adopté. Monsieur le ministre, 26 minutes, ça passe très vite. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien, mais on va vous permettre de conclure. Alors, je voudrais, pour conclure, dire deux choses. Premièrement, saluer le leadership du président de la République sur ces questions. Vous avez évoqué le discours du président à la 28e COP. J'étais présent et il a donné un signal fort pour dire nous allons continuer de tenir nos engagements en matière environnementale, mais nous souhaitons que notre engagement puisse profiter à nos populations. Et je pense que c'est salvateur de tenir un discours comme ça. Ça nous donne à nous de la force lorsque nous discutons avec les partenaires techniques et financiers, mais également les autres qui nous accompagnent.
Je voudrais aussi dire aux compatriotes qu'il y a un processus qui a été initié par le président, qui est d'ailleurs salué à l'international. La carte environnementale et la carte de la préservation de l'environnement et des forêts, c'est la meilleure carte diplomatique du Gabon à l'étranger. Lorsqu'on parle d'un pays comme le Cameroun à l'étranger, on pense d'abord au football. Parce que c'est le football qui fait parler le Cameroun. Ils font beaucoup de choses, mais football. Lorsqu'on parle du Gabon à l'étranger, on pense d'abord à l'environnement, on pense d'abord à ces parcs nationaux. Et la mission que m'a confiée le président, c'est de maximiser cela et d'arriver à faire en sorte que notre pays en tire le meilleur bénéfice. Maïs Moussi, ministre de l'Environnement et du Climat, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Votre émission est à présent terminée. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.